Bonsoir chers téléspectateurs. Chose promise, chose due. Après Madeleine Diouf-Sarr qui est la cheftaine division climat au ministère de l'Environnement et par ailleurs présidente de PMA, nous sommes toujours dans la même thématique, à savoir les changements climatiques. Parce que comme on l'expliquait la dernière fois, l'Afrique est menacée. On n'est pas pollueur, mais on est menacé. Et ça se ressent un peu partout. La hausse de la température, l'avancement de la mer, la sécheresse. Et nous sommes là à la recherche de solutions. Ces solutions doivent être à court terme. Au niveau de Enda Énergie, par exemple, ils ont initié un processus d'élaboration de la transmission énergétique. Pour en parler, nous avons sur ce plateau M. Samba Fall, qui est le responsable climat et transition systématique. Nous avons également le professeur Boubacar Fall de l'ICAT, qui est le vice-président du CORNAC. Bonjour professeur. Voilà, Monsieur Fall, vous en tant que responsable de climat et transition systématique, nous aimerions vraiment savoir c'est quoi l'importance de la co-construction de la trajectoire. C'est un processus de construction de trajectoire de développement sobre et résilient au changement climatique qui a été lancé depuis mars 2022 pour permettre au Sénégal de disposer et de contribuer à la neutralité carbone, mais aussi d'imprimer une nouvelle dynamique de résilience climatique qui épouse non seulement la dimension de long terme, donc la perspective, mais aussi répond aux besoins de court terme en termes de résilience climatique, mais aussi répond aux besoins aussi de développement socio-économique, notamment l'accès à l'aide aux services énergétiques modernes, mais aussi comment davantage apporter des solutions aux problèmes de mobilité urbaine, mais aussi l'aménagement d'infrastructures de transport résilientes au changement climatique, mais de façon intégrée. Donc, en fait, ce processus met en avant d'abord l'aspect climatique, parce que vous n'êtes pas sans savoir que le Sénégal entend aussi contribuer à l'échelle mondiale par rapport à la mise en œuvre de l'accord de Paris. Et pour cela, après la contribution déterminée au niveau national, tel qu'indiqué dans l'article 99, le Sénégal a commencé un processus d'élaboration de sa stratégie de long terme. Mais avant la stratégie, qui sera élaborée en 2024, le dit processus a permis au Sénégal d'élaborer ce qu'on appelle une vision de long terme, et qui d'ailleurs constitue le principal document de politique climatique qui sera présenté à la COP 2028. Mais pour cela, ce processus est basé sur l'initiative que j'ai fait mention. Cette initiative a mis en place au niveau technique et politique deux instances. Le premier, c'est des groupes thématiques techniques coordonnés par des institutions techniques et agences du Sénégal. Donc c'est vraiment un processus national. Mais aussi en plus des groupes thématiques axés sur la transition énergétique, la transition industrielle, la transition du système agricole, mais aussi la transition infrastructurelle, il y a un pool de 5 ambassadeurs, des ambassadeurs dont leur rôle principal est de pouvoir appuyer le portage politique de toutes les transitions qui sont en train d'être explorées au Sénégal. Et ces ambassadeurs comprennent des ambassadeurs en relation avec les collectivités territoriales, le secteur privé, la recherche, la politique, mais aussi le public. C'est ce processus qui nous a permis, d'une part, de faire une analyse très approfondie des enjeux de chaque branche, de ses atouts, mais aussi des défis. Et sur la base de cette analyse, les acteurs de ces groupes thématiques vont parvenir à proposer ce qu'on appelle des transformations. Des transformations de tout simplement des réalisations dans le futur et qui vont répondre aussi aux besoins de court terme. Voilà, à propos de ces besoins-là, il faut qu'on s'arrête un peu, parce que les acteurs qui sont sur le terrain, c'est eux qui subissent le plus. Comment le besoin est pris en compte? Les besoins,
d'abord, la prise en compte de ces besoins, c'est toujours dans l'analyse des défis des enjeux d'abord. Parce qu'à l'échelle territoriale, cette analyse a procédé à une revue de littérature, mais aussi par le concours des organisations communautaires de base, nous sommes parvenus à identifier les problèmes auxquels ces communautés font face. Mais aussi à travers aussi les documents de politique sectorielle, parce que le Sénégal a déjà élaboré ce qu'on appelle des plans nationaux d'adaptation, et donc qui ont été axés sur plusieurs thématiques, l'agriculture, la santé, et ainsi de suite. Et ça, c'est les conclusions de ces PNA nous permettent en soi d'abord d'avoir une idée sur les préoccupations majeures de ces communautés. Mais aussi dans le processus, nous étions amenés à mettre en place, en plus des groupes thématiques, des consultations en direction de ces structures fêtières. Les structures fêtières qui viennent des Niayes, de la Casamance, du Ferlo, pour encore nous parler de leurs préoccupations en termes de gestion des ressources, de l'eau, la gestion des réserves foragères, la gestion de la question de la salinisation des terres, la question de l'exploitation abusive de l'écosystème forestier, la question de la disponibilité de la nappe phréatique au niveau des Niayes. Donc autant d'enjeux qui ont été soulevés par ces acteurs à la base et qui nous ont permis d'identifier les transformations idoines et appropriées que ce processus doit mettre en avant, parce qu'on parle bien d'un processus qui vise à apporter des solutions aussi bien pour le court terme, le moyen et le long terme. Ok. Monsieur Falla aussi, bon, excusez-moi, hein, mais il y a quelque chose qui cloche dans ma tête, parce qu'il faut qu'on en parle un peu. Parce que quand on parle de transition énergétique, les gens vont directement penser à l'énergie. Alors que vous avez parlé d'agriculture, d'infrastructure, ainsi de suite. Est-ce que vous pouvez nous résumer un peu, c'est quoi la transition énergétique? Oui, effectivement. Et là, vous me permettez aussi de revenir sur la question de la transition juste, tout simplement. Juste, ça veut dire, ici, on place l'humain au centre de la question. Mais aussi, en plus du social, c'est la question relative à l'investissement, à la dimension politique. Et pour cela, on ne doit jamais occulter la question relative à l'énergie. Donc, il y a la question relative à l'infrastructure industrielle, mais concernant l'énergie ne se limite pas seulement à l'accès à l'énergie. Donc, on entend souvent dans la presse parler du jet de partenariat juste pour la transition énergétique. C'est un des meilleurs. Et en plus de cela, il y a aussi la question relative à l'accès aux puissants avec les technologies éprouvées, mais aussi la question de l'efficacité énergétique dans les bâtiments, dans la construction des bâtiments, mais aussi l'ensemble des mesures réglementaires à mettre en place pour aider le Sénégal à aller vers cette transition énergétique. Et pour cela, nous, on procède d'une manière plus scientifique. On a élaboré, dans le cadre de ce groupe, sur la transition énergétique, 4 scénarios qui découlent de réflexions profondes sur comment on doit utiliser l'offre actuellement, aussi bien le gaz, mais aussi comment le gaz est utilisé comme étant une énergie de transition, mais pour enclencher une dynamique de développement des énergies renouvelables en 2050. Donc pour chaque scénario, nous sommes parvenus à identifier le pourcentage approprié à considérer pour chaque transition. Mais en plus de la production d'électricité, chaque transition chaque scénario de la transition énergétique a abordé la question de l'utilisation de l'énergie dans les secteurs des transports, parce qu'on parle bien de comment décarboniser le secteur des transports avec une offre plus renforcer et permettre à un décollage des agropoles, parce qu'au Sénégal aussi il y a toute une politique de développement agro-industriel et on considère que l'énergie doit être au centre de du déploiement de ces agropoles, parce que rappelons que aussi l'énergie dans son ensemble est certes une source d'émission lorsqu'elle est utilisée dans la combustion, mais si on met en place beaucoup de politiques pour réduire sa consommation, ça participe vraiment à l'atténuation au changement climatique et ça peut permettre au Sénégal aussi de répondre à ses engagements au niveau international. Mais surtout,
ça peut permettre à renforcer l'accès aux services énergétiques modernes pour surtout corriger le déséquilibre entre le milieu rural et le milieu urbain. Et vraiment, je pense que c'est une initiative qui vient à son heure et qui permet, en tout cas au Sénégal, au moins d'avoir une meilleure perspective dans les prochaines années jusqu'en 2050 en termes d'accès aux services énergétiques, mais aussi en termes de déploiement des services de l'énergie renouvelable, mais aussi en termes d'optimisation des sources énergétiques actuelles, mais surtout en termes de contribution à la valeur économique au niveau du Sénégal. Merci beaucoup. Merci. Vous l'avez dit, en termes de contribution, il nous faut apporter d'autres valeurs. Et ce qui va me permettre de poser la question à M. Fall, de savoir vraiment c'est quoi, est-ce que là, il est pris en charge dans les politiques de développement, les changements climatiques sont pris en charge dans les politiques de développement du Sénégal. En effet, hein, aujourd'hui on ne peut pas faire fi de cette réalité que sont les changements climatiques. Maintenant, la prise en charge dans les politiques peut être nuancée. C'est vrai qu'il y a des politiques d'adaptation spécifiques. Maintenant, dans la planification du développement, si on y regarde de plus près, il y a quand même des initiatives de développement qui peuvent avoir valeur de mesures d'adaptation. Parce qu'en réalité, si vous regardez le PSE, qui est notre document d'orientation stratégique, dans l'axe 1, pratiquement tous les secteurs, disons, qui ont été retenus pour la croissance sont directement ou indirectement vulnérables aux impacts du changement climatique. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que si aujourd'hui les politiques de développement n'intègrent pas la question de l'adaptation au changement climatique, les impacts peuvent constituer un frein et nous empêcher d'atteindre l'émergence à l'horizon souhaité. Et donc forcément, il faut intégrer cette politique, mais c'est timide dans certains secteurs. Maintenant, il y a disons, ce qu'on peut appeler des politiques, disons, de changement climatique. C'est des rapports. Samba, dans son intervention, parlait un peu de plan national d'adaptation, qu'on appelle le PNA. En effet, tous les pays en développement élaborent des PNA. Et justement, c'est un document qui permet aux pays, d'abord dans une première phase, d'évaluer la vulnérabilité de leur secteur clé de l'économie et ensuite, du point de vue sectoriel, voir comment intégrer la question de l'adaptation dans la planification à moyen et long terme. Et donc, on est dans le processus. Le Sénégal a commencé à élaborer son plan national d'adaptation qui est fait de manière sectorielle, mais in fine, on va regrouper tous les PNA sectoriels pour en faire un document national. Maintenant, si on analyse un tout petit peu les lettres de politique sectorielles, un peu qui sont les autres documents d'orientation sectorielle, on se rend compte que dans certains secteurs, la prise en charge est encore timide. C'est encore très timide. En fait, professeur, c'est là-bas le problème. C'est là-bas vraiment le problème. Parce que en matière de changement climatique, c'est plus des choses qu'on doit laisser en rade. Il y a plus de choses qu'on doit laisser en rade. On le subit. Vous avez vu cette année, tout le monde a subi une forte chaleur. On a subi l'avancée de la mer. Il n'y a pas eu assez de pluie. Il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Et là, quand tu me dis que c'est une approche timide, moi je me dis que qu'est-ce qu'on va devenir d'ici quelque temps? Oui, heureusement que les autorités commencent à prendre conscience de la menace. Maintenant, en fait, ça ne saurait être fait de manière intégrale d'un seul coup. Mais ce qu'on est en train de faire, c'est d'abord le PNA. On a d'abord, disons, sélectionné ou identifié les secteurs les plus vulnérables. Et on essaie un peu de faire des analyses approfondies pour voir sous quel angle, disons, prendre en charge cette question. Parce qu'en réalité, il y a deux aspects qu'il faut comprendre. Il y a les ressources qui vont être injectées dans le cadre du développement, disons, classique. Mais il va y avoir des ressources additionnelles compte tenu du niveau de vulnérabilité de chaque secteur. Et donc, les ressources qui vont être injectées pour l'adaptation devraient être des ressources additionnelles. C'est-à-dire, dans la planification, on planifie comme on a l'habitude de le faire,
Mais ensuite, en fonction du niveau de vulnérabilité, il faut mettre des ressources additionnelles pour prendre en charge la vulnérabilité et, disons, rendre robustes les investissements. Sinon, on investit à risque. Si vous investissez dans... Est-ce que vous pouvez être plus explicite quand vous parlez de ressources additionnelles? C'est quoi exactement? Je veux dire, par exemple, quand vous êtes dans un secteur comme celui de l'agriculture, on sait que la pratique agricole est dans une large proportion tributaire de la performance de la pluie. Quand il pleut bien dans des, disons, délais bien définis, on a souvent une bonne production. Quand la pluie est absente, ça influe la productivité. Et ce que je veux dire, c'est en fait, dans la planification, où aujourd'hui l'Assemblée est en train d'attribuer un budget, le budget du département de l'agriculture, je donne un exemple, ne devrait peut-être être le même que d'autres secteurs qui n'ont pas le même niveau de vulnérabilité et qui n'impliquent pas autant de ménages dans, disons, dans la pratique. Et vous, en tant qu'acteur de la société civile, comment vous faites pour influencer sur ça? Ce qu'on est en train de faire, c'est à travers des activités de formation et de sensibilisation. Dans le cadre du PNA, c'est justement échanger avec les techniciens sectoriels pour leur montrer que dans le cadre, parce qu'en fait le budget, c'est d'abord un travail des sectoriels qui recense les besoins, qui les quantifie et pour dire voilà un peu nos besoins pour le développement de l'année. Mais cela devrait être fait désormais en intégrant la composante climatique. C'est-à-dire que on a besoin de ceci pour, disons, les semences, pour les intrants, pour ceci, pour cela. Mais attention, en cas disons, de déficit hydrique, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Est-ce qu'on va continuer toujours avec cette, disons, pratique de sous-pluie de l'agriculture? Est-ce qu'il faut aller dans une maîtrise beaucoup plus grande de l'eau pour contrer les potentielles pauses pluviométriques ou les déficits hydriques? Et ce qui fait que d'intégrer la transition exactement, et c'est ce qu'il disait, et cette transition-là va nous permettre d'abord de maîtriser la ressource, mais également ça va nous permettre dans certaines mesures de stocker, de transformer, de donner de la valeur. Et c'est ce qui nous manque souvent. Voilà. Merci, professeur. D'accord, merci. Nous avons également comme invité M. Alexandre Tourba, qui est le chargé de projet énergie et climat au niveau de l'AFD. M. Tourba, bonjour. Bonjour. Voilà. M. Tourba, en fait, on ne peut pas parler de changement climatique sans parler finances. Parce que ça marche des finances. Et comment ça marche, les modalités de financement pour la mise en œuvre des transitions? Alors effectivement, hein, c'est une très bonne question. On sait que la transition, c'est un processus qui nécessite bien sûr d'abord des discussions et un accord au niveau des États, entre les différentes parties prenantes. Mais au-delà de ça, il faut ensuite mobiliser des fonds pour ce faire. Et là aussi, il y a tout un tas de possibilités qui sont plus ou moins pertinentes. Donc pour vous dire un petit peu comment l'AFD voit les choses par rapport aux modalités de financement de ces transitions. La première chose, c'est qu'en fait, c'est à l'État de décider d'abord des modes de financement qui sont mis en place. Bien sûr, il y a des contraintes liées à l'endettement, liées aux disponibilités également de financement national. Et il faut en tenir compte, mais c'est quand même d'abord à l'État de définir ses priorités et pas à quelconque partenaire international que ce soit. Alors maintenant, la manière en fait avec laquelle... Quand vous dites que c'est à l'État de définir ses besoins, est-ce que dans ces besoins-là, exiger à l'État de prendre en compte les besoins des personnes qui sont à la base, ou bien il donne comme ça ces modalités? Alors tout à fait, c'est un peu là que je voulais en venir en fait. C'est-à-dire que pour attirer des financements, un maximum d'opportunités de financement, il
il y a certains principes, certaines démarches de planification, également d'orientation des finances publiques et des choix d'investissement qui seront faits par l'État, qui permettent de catalyser ces financements et de réellement mettre en œuvre ces transitions justes de manière efficace. Alors dans ce processus qui peut faciliter l'apport de financement, d'abord il y a le fait d'avoir une programmation, une planification et une gouvernance inclusive, donc qui permettent vraiment à la fois de définir une vision à long terme de ce que serait une transition juste, avec une programmation des différents axes de cette transition, des interventions, des financements qui seraient nécessaires. Et ça, c'est quelque chose auquel les financeurs, que ce soit l'AFD ou d'autres banques de développement ou banques privées, sont très attentifs. Cette vision et cette planification, il faut aussi bien sûr qu'elle tienne compte comme vous l'avez dit, des priorités et des préoccupations des acteurs de base, le civil, le secteur privé, les collectivités locales. Et ça, c'est également un point crucial. À partir de là, il faut également qu'il y ait des politiques publiques qui soient mises en cohérence avec cette planification, qui soient réellement volontaristes et également protectrices pour éviter que certaines parties de la population soient laissées à l'écart de ces transitions. Alors là-dessus, là aussi, il y a un certain nombre de manières de d'abord donc orienter les dépenses publiques vers ce qui est un petit peu les axes qui auront été définis dans la planification. Ensuite, il y a le fait bien sûr de s'assurer que cette transition soit juste, c'est-à-dire en s'assurant qu'il n'y a pas des coûts qui pèsent plus sur tel ou tel segment de la population, tel ménage, telle entreprise, telle collectivité locale. Ça passe aussi par le fait de mettre en place des politiques fiscales. Voilà, chers téléspectateurs, j'espère que vous avez pu comprendre ce que c'est l'énergie, ce que c'est la transition énergétique à travers le débat qu'on a eu, qui a été très enrichissant. Nous vous donnons rendez-vous dans 15 jours pour une autre émission. À bientôt. Merci.